Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renault Occasion, nous agissons depuis 1959. Et oui, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie, les garanties Renault Occasion en plus. Et en ce moment, profitez de Renault Mégane d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 € de plus. Renew, les occasions Renault. Nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. On présente souvent les victimes de viol sous la forme d'hommes ou de femmes fragiles. Or, celui dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui est un colosse. Un colosse de 100 kilos, rugbyman, fier, solide. Il révèle aujourd'hui dans un livre, Le colosse aux pieds d'argile, chez Michel Lafon, que quand il était enfant et adolescent, il a été violé par un homme de son village, dans les Landes. Ce colosse s'appelle Sébastien Bouey. Voici son histoire écrite avec Simon Veil, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. D'aussi loin que je me souvienne, mon enfance, enfin ma première enfance, a été heureuse. Avec ses épreuves, bien sûr, et ses difficultés, mais avec de l'affection. C'est ça qu'on retient. Mon père s'occupe des parcs-mètres de la ville de Dax. Et ma mère est agent d'entretien dans un lycée de la ville. 2 fonctionnaires. Au début, on habite dans un HLM à Dax, et ensuite dans un petit village, à 11 km, Tétueux, en face des arènes. Et voilà, je passe mon enfance à courir les bois, les champs, les mares, les ruisseaux, les étangs. La vie se déroule au rythme des réunions de famille, plus ou moins heureuses, parce que du côté de mon père petit, j'assiste à de ces bagarres. Mon père, ses frères, bim, bam. Aujourd'hui, je n'en garde que des images folkloriques, mais bon. Du côté de ma mère petit, il y a une figure tutélaire. Mamie André, émigrée du Nord vers les Landes, le matriarcat ch'ti. Elle a été caissière au PMU à Dax. Elle en a gardé une légère addiction au jeu. Alors quand on va la voir, « Té, je t'ai pris ça au bureau de tabac. Un tac au tac. Tu le gratteras à la maison. Et là, j'ai un astro poisson. » Elle est toujours de bonne humeur, mamie André. Une sorte de reine-mère qui trône dans les réunions de famille. Pour nous, c'est un point central. Parce que nos parents sont, disons, asymétriques. Ma mère, très maman poule, et mon père, peu démonstratif. C'est à elle qu'on fait les bisous le soir, jamais à lui. Lui, il m'a élevé non pas à la dure, mais à l'ancienne. Avec des gifles, dont certaines que j'ai sans doute méritées, et des coups de martinet. Je n'ai pas été plus maltraité que d'autres, mais disons que ça n'a pas créé des liens de confiance. D'autant que ma sœur, 4 ans de moins, elle, n'avait pas droit au martinet. Moi, si je voulais quelque chose, je devais le gagner. « T'es va passer la tonneuse, t'es ? On verra après. » Alors qu'elle, elle obtenait tout sans effort. J'ai toujours eu le sentiment que rien ne m'était offert. J'en garde une certaine rancœur. Et en même temps, si je veux être honnête, comme j'ai appris très tôt à ne compter que sur moi, ça m'a aidé à surnager, plus tard. Bref, je me construis comme un rude gaillard du sud-ouest. Dur au mal, un brin retors, malin, mais généreux. Des qualités essentielles dans un domaine chez nous, le rugby. À 5 ans et demi, un cousin qui me voit trapu et vif m'amène tâter du ballon ovale à Saint-Paul-les-Dax. C'est une révélation. Et avec mamie André, le rugby devient ma seconde béquille. C'est celle qui m'aidera à rester debout. Plus tard. À 9 ans, comment dire, je suis déjà porté sur le sexe. Pourquoi ? Ma psy pense qu'un événement a pu influencer ma construction sexuelle. À 4 ans, j'ai été victime d'un exhibitionniste. J'étais dans ma poussette. Il m'a montré son sexe. Et c'est peut-être pour ça qu'à 9 ans, j'embrasse ma première copine à l'école. Jessica. Je suis un petit dragueur. C'est à cet âge à peu près que j'entre à la clique du village. La clique.
comme ça qu'on appelle la fanfare chez nous. J'y vais parce que, y a rien d'autre à faire, et parce que les copains y jouent. Au début, on me colle un clairon dans les mains. Et ensuite, vu mon coffre, un corps de chasse. La clique, c'est Criquet qui la dirige. C'est un cousin par alliance. C'est une sorte d'agent d'ambiance du village. Un type toujours de bonne humeur. Chez nous, on appelle ça une vedette. C'était une sacrée vedette. Criquet. La clique, pour moi, dans ce monde traditionnel dans lequel je vis, qui est rude, festif, machiste, c'est à peu près la seule chose qui fasse appel à ma sensibilité, à autre chose qu'à ma virilité. Début août 1989, je vais avoir 11 ans, et à Tétieux, c'est la fête au village. Elle dure 4 jours, avec un programme immuable. Monument aux morts, défilé de la clique, ensuite course de vaches, repas champêtre, et bodega animé par Criquet. Et donc me voilà dans ma tenue blanche avec mon béret vert qui défile avec les autres au cordeau. Le soir venu, vers 23h, Criquet vient me voir. « Ça te dirait d'aller voir s'il y a du gibier au bois de l'Ayette ?» Si ça me dit bien sûr. C'est un truc qu'on fait souvent le soir. Une sorte de tradition. On va dans un chemin forestier, on attend que ça se calme. Et là, on voit un lapin. Ou on entend un sanglier détalé. Ou plus rarement, on voit un chevreuil. J'y suis souvent allé avec Criquet. Mais ce soir-là, on va vers la voiture. « Dis donc, Sébastien, ton père m'a dit que tu étais bien monté, hein ?» Et là, j'esquive. Je fais comme si j'avais pas entendu. Comment mon père a-t-il pu lui parler de ça? On ne parle jamais de sexualité en famille. Quand on arrive dans le bois, je descends de la voiture et là, je vais faire pipi. Il arrive derrière moi. Il attrape mon sexe. Voyons voir si c'est vrai. Ce qu'il m'a dit ton père. Et là, il me masturbe. J'ai le souffle coupé. Mon souvenir, c'est une paralysie, une incapacité à penser, et donc à agir ou à réagir. En tout cas, ça me paraît long, très long, même si ça n'a sans doute duré qu'1 ou 2 minutes. C'est un secret entre nous, hein? Ce soir-là, je suis rentré, je n'ai rien dit. Je suis allé me coucher, et j'ai vécu la première de mes nuits blanches. Avec la clique, on répète dans les arènes. Et après, en général, on va boire un coup à Bugloz, au bar des Pèlerins. Mais à 11 ans pour y aller, il faut que je demande à mes parents. Y a Criquet qui est avec vous? Bon, si tu vas avec lui et que tu rentres avec lui, d'accord, hein? Et un soir, en rentrant de Bugloz, on va aller voir s'il y a du gibier. Immédiatement, j'ai la boule au ventre. Il arrête sa voiture dans le bois. Il éteint les phares. Je me souviens de la buée sur le pare-brise. Il me pose la main sur la cuisse. Je le repousse. Alors il se penche vers moi. Et il m'embrasse. Sa barbe qui pique. Le goût de la clope. Et là, il se penche plus bas. Il me fait une fellation. Je peux rien faire. Je suis comme un objet. Je suis comme les arbres autour. Et après, il me ramène à la maison, sans un mot. Et il va boire le café avec mes parents. Et moi, je vais aux toilettes. Et je vomis. Et ensuite, je vais dans la salle de bain. Je me passe un peu d'eau. Et je pleure face au miroir. Et ensuite, je vais les rejoindre à table. Et je ris aux blagues et aux histoires de Criquet. Si je ne suis pas joyeux, ils vont soupçonner quelque chose. Ces virées nocturnes au bois de l'Ayette ont continué. Et progressivement, il m'a obligé à lui faire des fellations. Et après, toujours, c'est lui qui m'en faisait une. Et un jour, si j'avais dû mettre un mot là-dessus à l'époque,
j'aurais peut-être employé l'expression « faire pipi du lait dans la bouche ». Enfin, un jour, ça m'est arrivé. À moi aussi. Et après, quand j'y arrivais pas, ça l'énervait. Alors moi, je pensais à une fille, pour abréger l'horreur. Mon village est devenu ma prison à ciel ouvert, dans lequel ma famille, mes copains, mes voisins sont comme des étrangers. Je crie à l'intérieur, mais ils n'entendent pas. Ils continuent leur train-train. Et moi, j'ai peur. J'ai peur que d'autres copains du village aillent voir s'il y a du gibier et qu'ils nous surprennent. J'ai peur qu'ils pensent que je suis consentant. J'ai peur qu'ils me prennent pour un homosexuel. Un rugbyman, c'est pas pédé. Malheureusement, personne ne nous a jamais surpris. Et en classe, de moyen, je deviens passable. Et après, je glisse vers cancre. Je redouble ma 5e. On m'oriente vers une 4e techno. On me met avec ceux dont on ne sait pas quoi faire. Du coup, quand j'ai 13 ans, je me construis une image de tombeur. Pour compenser, pour rester un ado au-dessus de tout soupçon. L'été de mes 13 ans, à la fête de Tétieux, avec mon copain Mathieu, on a négocié de dormir sous la tente, dans le jardin. Et c'est là, un soir, que je connais ma première fois avec une fille. Une fille de 18 ans, mais je n'en ai pas profité. Je me suis dépêché de faire mon affaire. Et après, j'ai couru voir Criquet, et je lui ai dit « Ça y est, je l'ai fait, je suis pas pédé !» Je me suis révolté. J'ai bravé son emprise. Il me l'a bien fait payer. À 15 ans, je quitte l'école. Je ne finis même pas ma 4e. Je pars en apprentissage, un CAP de magasinier chez Destribats, le spécialiste de la pièce détachée auto et poids lourd, à Dax. Je veux travailler. Je veux devenir autonome le plus vite possible. J'y suis resté 22 ans. Avec le rugby, cet emploi m'a sauvé. Il m'a gardé en vie. C'est aussi à cette époque que mon père quitte la maison. Il nous abandonne. Et ma mère sombre dans la dépression et parfois l'alcool. Et moi? Moi je sombre aussi. J'ai maintenant 18 ans. Et je traîne dans un bar, à Dax. Et à l'autre bout du zinc, je m'aperçois que 3 gars parlent de moi et me dévisagent. Je comprends vite que ce sont des homosexuels. Ils me draguent. Je leur dis d'arrêter une fois, mais ils continuent. Alors j'y retourne et là, bam! Je casse 2 dents au premier. Et le nez et les lunettes du 2e. Et le 3e s'enfuit dans les toilettes, je le rattrape et bam, 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 je lui balance 3 coups de poing. Et je retourne finir ma bière, tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. Et là déboulent 4 policiers avec un chien. « Mais pourquoi vous avez fait ça ?»« Mais ils m'ont maté. Ils me draguaient. »« Mais enfin, on ne démonte pas 3 gars comme ça, juste pour un regard, pour un sourire. Alors pourquoi vous avez fait ça ?» Là, j'ai l'occasion de parler, de révéler les vraies raisons de ma fureur. Mais non, j'invoque la séparation de mes parents. Mon autre déviance, à cette époque, c'est l'alcool. Je prends des cuites depuis l'âge de 12 ans. Ricard, gin, shooter, bière. Fort dans la bagarre, fort face à l'alcool. Il faut dire que chez nous, il y a une acceptation sociale de l'alcool. Un jeune rugbyman vient s'accouder au bar et commande des tournées d'alcool fort. C'est admis. Dans mes déviances à l'époque, il y a aussi le jeu. C'est Bébert, un copain de rugby, qui m'initie. À 22 ans, il me fait entrer pour la première fois dans un casino. Une sorte de maison close où les prostituées clignotent. La première fois, évidemment, je joue 50 francs et j'en gagne 100. Et après, j'y passe tous mes week-ends. Et bien entendu, j'y laisse des sommes importantes.
bien au-delà de ma paye. Alors, je vends ma Peugeot 306 turbo diesel 40 000 francs. Et je les claque dans la semaine. Il a fallu que je me fasse interdire de casino pour m'en sortir. Je suis aussi accro au sexe. Je trompe toutes mes copines et toutes mes compagnes entre mes 14 ans et mes 35 ans. À cette époque, mon deuxième métier, c'est menteur. Et le rugby me fournit un nombre inépuisable d'ouvertures et de chances de conclure. Oh, il n'y a rien de romantique là-dedans, hein. Les rapports que j'ai avec les femmes sont bestiaux. Pas de préliminaire, une pénétration rapide, un besoin égoïste de domination, avec un goût appuyé pour la sodomie, que je pratique comme un acte punitif. Et après? Plus rien. On s'est pas dit grand-chose avant, on n'a plus rien à se dire après. Il m'arrive parfois d'enchaîner 2 rendez-vous entre midi et 2. Et celles qui s'attachent sont aussitôt rayées de ma liste. Tout ça m'emmène aux limites de l'effondrement nerveux et émotionnel. L'impression d'avoir la tête dans un sac plastique et de chercher de l'oxygène. Quant au rugby, même si ça a été une béquille essentielle, un compagnon de ma traversée en solitaire, ça a aussi été un terrain de déviance. Toujours plus fort, toujours plus dur, toujours plus mal. Le signe d'un besoin éperdu de reconnaissance. À 18 ans, je joue en Fédéral 1, la 3e division, à Saint-Paul-les-Dax. Je suis un combattant besogneux, infatigable. À l'époque, je suis 3e ligne. Je n'ai qu'une idée, exploser l'adversaire. Je ne cherche pas à développer un talent, une dextérité. Mon domaine, c'est le combat, le corps à corps. Et ça s'aggrave quand je deviens talonneur. Je me retrouve au centre de la première ligne, au cœur de la bagarre. À l'été 2005, j'ai 28 ans, et je rencontre Corinne, et ça colle. Je sens monter sans trop y prendre garde le picotement des sentiments. On est en vacances dans le sud de l'Espagne, et on s'est fait tatouer un Indalo, tous les deux, sur la cheville. Et on est sur l'autoroute en train de remonter vers la France. Et là, une grosse BMW nous percute par l'arrière. Corinne est gravement blessée. On passe une semaine côte à côte tous les deux à l'hôpital de Madrid. Et on sort de là, amoureux. 2 ans plus tard, au pied de la Tour Eiffel, je m'agenouille. Corinne, est-ce que tu veux être ma femme? Et elle dit oui. Et on se fiance. Et naturellement, Criquet, qui n'a pas disparu du quotidien de ma famille, même s'il ne me touche plus depuis mes 16 ans, Criquet est là. Depuis quelque temps, j'ai du mal à supporter sa présence. Et je commence à le montrer publiquement. Un jour à la piscine, par exemple, à Souston, il se cogne la tête sur le rebord. Il aurait pu se tuer. Et moi, j'éclate de rire. Un rire libérateur, ostentatoire devant toute la famille. En juillet 2008, on se marie. Et pour Corinne, ses copines ont organisé un défilé de mode. Et qui retrouve-t-on déguisé en Geneviève de Fontenay? Criquet. Comme à son habitude, il faut qu'il se trouve au centre de toutes les attentions. Je reste souriant, mais ça me gâche ma joie. J'ai l'envie d'aller chercher un fusil et de lui tirer dessus devant tout le monde. Ça n'est pas arrivé, hein? Mais ça aurait pu. Ça fait des années que j'y pense. Après notre voyage de noces, mon oncle se marie. Et une fois de plus, Criquet est là. Et dans la soirée, il s'approche de moi. Dis Sébastien, est-ce que tu peux passer demain à la maison? Faut qu'on discute. Le lendemain, j'arrive chez lui. Il me regarde. Et voilà. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait. J'aurais jamais dû faire ça. C'est pas bien, j'espère que tu vas pas porter plainte. J'ai pas l'intention de porter plainte. Je veux plus en entendre parler. Mais tu me garantis que je suis seul. Ah oui. Oui, je te le promets. Tu es seul.
2 mois plus tard, j'ai organisé une fête pour mes 30 ans. Je rentre du travail. Je trouve Corinne en larmes. « Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire, Sébastien. Voilà, je voulais te faire la surprise, j'ai invité Mathieu, ton ami, à ton anniversaire. Il m'a dit qu'il viendrait à une seule condition. Il viendra que si Criquet n'est pas là. » « Ah bon? Et pourquoi? » « Parce qu'il l'a violée, Sébastien. T'as pas l'air étonné. » Je noie le poisson une dernière fois. Je passe une nuit blanche, une de plus. Et le lendemain, Moi aussi, j'ai été violé par ce bâtard. Et là, elle me répond, eh bien moi j'ai subi des attouchements de mon grand-père. Et là je me dis, putain, ils vont tous la soutenir, et moi je vais me retrouver tout seul, à devoir me débrouiller. J'appelle mes parents. Vous pouvez venir à la maison pour 18 heures. Et les voilà, tous les 4 face à moi. Mon père et sa compagne, et ma mère et son compagnon. Voilà. Corinne a voulu me faire une surprise. Elle a invité samedi Mathieu à mon anniversaire. Mais il a dit qu'il venait que si Criquet ne venait pas. Parce que Criquet l'a violé. Eh bien moi je voulais vous dire que moi aussi, Criquet, il m'a violé. Ma mère éclate en sanglots. Et mon père veut prendre le fusil et lui régler son compte. Et, attendez, la victime ici c'est moi. C'est ma vie. Vous faites rien. C'est moi qui décide du timing. Et là, on discute, et j'apprends que ma mère et mon père étaient au courant pour Mathieu. Tout le village était au courant. Je suis en furie. En furie. Et le lendemain, j'apprends que le 3e larron de notre bande, lui aussi, a subi des attouchements de la part de Criquet. 3 copains, 3 victimes. Et donc, j'ai poussé la porte de la gendarmerie. « Bonjour, je viens pour porter plainte. »« Oui, bonjour. Et plainte pourquoi ?»« Plainte pour viol. » Et là, je vois les yeux du gendarme à l'accueil qui s'écarquillent. Il a en face de lui un rugbyman de 96 kilos en pleine forme. Comment s'imaginer qu'une masse de muscles puisse être la victime? Il doit se demander si je ne suis pas l'auteur. Je suis la victime, hein. Je suis reçu par un capitaine. Ça dure 2 heures. Et en sortant, je me sens bien. Et Mathieu décide à son tour de porter plainte. 4 ans plus tard, Criquet est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il a été libéré après 4 ans et 8 mois de prison. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.